Sud Radio, les vraies voix de l'été. Philippe Rossi. Allez, c'est l'heure de notre grand débat dans les vraies voix de l'été. Accusé de viol, Gérald Darmanin est le membre du gouvernement qui s'attire en ce moment, en tout cas, le plus de critiques. Beaucoup dans la majorité sont inquiets. Son nom est désormais associé à cette polémique. Malaise à droite, malaise à gauche également. Gérald Darmanin peut-il rester ministre de l'Intérieur ? On vous donne la parole sur Sud Radio 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Un point sur les votes avec vous, Benjamin Dolot. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de débat. C'est non à 77%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Il n'y a pas de débat sur les réseaux sociaux, mais on va en débattre, nous, évidemment, tous ensemble avec Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme. Bonsoir, Alissa. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alissa. Alain Péréa est également avec nous, député LREM de l'Aude. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir à vous et nos vraies voix, évidemment, Philippe Bilger, Philippe David, Pierre Licia. Alissa Arabar, on a vu de nombreuses féministes se rassembler, manifester la semaine dernière, par exemple, pour réclamer le départ de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a le droit à la présomption d'innocence, Alissa, non ? Oui, absolument. Mais nous, on a le droit de nous exprimer aussi. Et nos inquiétudes ne sont pas contraires à la présomption d'innocence. On peut demander à ce que quelqu'un soit démis de ses fonctions pour des raisons de déontologie, des raisons d'éthique, des raisons d'équilibre des pouvoirs, des raisons même de sécurité, prendre des mesures provisoires dans le cadre d'une instruction, par exemple geler un compte dans le cadre d'évasion fiscale ou la détention provisoire. Enfin voilà, ce sont des choses qui existent et qui ne vont pas à l'encontre de la présomption d'innocence. Donc pour nous, c'est un faux débat et c'est un peu de la communication en fait, pour ne pas parler du fond et parler du fait qu'il y a des conflits d'intérêts avec Gérald Darmanin à ce poste et surtout il y a un message qui est envoyé aux victimes de violences sexuelles qui est déplorable. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est pas gérable au niveau de la morale, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas illégal. Oui, c'est pas illégal, ça c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas que ça qui compte. Je pense en politique, un poste avec autant de responsabilités, un ministère régalien, il y a un vrai symbole dans cette nomination. Et lorsqu'on a le président Emmanuel Macron qui nous parle d'exemplarité depuis le début du quinquennat et qu'on voit que, par exemple, François Bayrou avait été démis de ses fonctions dans le cadre d'une affaire d'emploi fictif et que, par contre, Gérald Darmanin, lorsqu'il est accusé de viol, que l'enquête est rouverte, au lieu d'être démis de ses fonctions, il est promu. Ça nous pose vraiment des questions. Philippe Bilger, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'exemplarité. C'est vrai qu'avant de nommer un ministre, on s'assure par exemple qu'il est bien déclaré tous ses biens et c'est pour ça souvent que le remaniement est retardé. On sent que les Français ont besoin de l'exemplarité des élus. Est-ce que ça, c'est pas un problème ça ? Oui, sûrement, mais si vous le permettez, Philippe, je suis étonné que le gouvernement, au moment où il nomme Gérald Darmanin qui souhaitait ce poste, n'ait pas songé à la multitude des réactions qui allaient advenir. Je le dis d'autant plus volontiers que pour ma part, je considère qu'il doit rester. Et une question directement à notre invité. Est-ce que vous êtes choqué lorsque vous voyez des féministes invectiver Gérald Darmanin en le traitant de violeur, ou est-ce que ça ne vous choque pas ? Moi, je crois en la liberté d'expression. Je sais que la manière dont les féministes s'expriment... Alors, on vous entend pas bien, Alissa. Alissa Arabar, c'est bon. Allez-y, on vous écoute. Est-ce que c'est mieux ? Ok, super. C'est les cheveux. Donc, moi, personnellement, je fais attention à ce que je dis. Et du fait de la présomption d'innocence, je dis bien sûr qu'il est toujours accusé de viol et il n'a pas été jugé coupable. Pour autant... je comprends que certaines personnes fassent ce raccourci, dans le sens où les fausses plaintes pour viol, c'est comme tous les autres plaintes et délits, c'est 1%, et que seulement 10% des violeurs sont condamnés en France. Et que du coup, il y a un vrai problème de parole des victimes et d'accueil de cette parole. Et je pense que la démarche des féministes, elle vise à dire aux victimes, on vous croit. Cette chose qui leur est trop rarement dite, et notamment dans les commissariats de police, ce qui est un des problèmes et des dysfonctionnements qui doivent être adressés et qui, à notre avis, ne le seront pas avec un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin. Oui, allez-y, pardon, Philippe, quelques vous secondes. n'ignorez pas tout de même que les plaintes qui sont déposées dans un commissariat pour dénoncer des violences ne valent pas forcément toujours culpabilité, et que une plaignante peut se voir contredite par d'autres éléments au cours de l'enquête.
Bien sûr, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était accusé de viol, qu'il n'avait pas été Non, mais jugé. je parlais en général de votre analyse sur les plaintes qui sont faites dans les commissariats. Ce que je disais, c'est que sur le mauvais accueil des plaintes, c'est d'ailleurs quelque chose qui était ressorti du rapport de l'Inspection générale de la justice en novembre dernier. Dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, il y a beaucoup de refus de dépôt de plainte. Il y a parfois des accueils des femmes victimes qui posent question, c'est-à-dire où il y a des questions sur comment elles étaient habillées ou ce genre de choses qui ont trait à ce qu'on appelle la culture du viol, qui est cette culture dans laquelle on va toujours, entre guillemets, trouver des excuses aux agresseurs ou aux personnes qui sont soupçonnées d'agression et blâmer les victimes. Donc voilà, il y a tout un tas de dysfonctionnements comme ça et c'est de ça que je parlais. D'accord. Donc c'est ces choses qu'on doit adresser pour améliorer la prise en charge des victimes. Alain Péréa, député LREM de l'Aude, qui est avec nous. Alain Péréa, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, Darmanin est-il victime d'une chasse à l'homme selon vous ? Ben, moi, je crois que Gérald Darmanin, au même titre d'ailleurs que beaucoup de personnel politique et globalement de personnalités publiques, sont victimes d'un certain nombre de chasses à l'homme, ou en tout cas au ragot ou au réseau. Voilà. Et moi, je partage totalement avec un certain nombre d'éléments qui viennent d'être dits par Philippe notre Bilger. invité. Ah non, par Par Alissa notre Rabat. invité. Ouais. Oui, Alissa Rabat, et notamment quand elle parle d'avoir le droit de s'exprimer, cette liberté de parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais justement, si on veut pouvoir garder dans notre pays, si on veut pouvoir garder cette liberté de parole, cette possibilité de s'exprimer, il faut qu'à un moment donné, les conséquences qui peuvent être en tirées soient des conséquences mesurées. Sinon, les uns et les autres, on va commencer, au nom de la liberté d'expression, de lancer des menaces ou en tout cas des accusations sur les uns ou sur les autres. Et derrière, et ça a été dit tout à l'heure, juste avant, en annonçant le débat, et derrière, il faudra que toutes les personnes publiques qui feraient l'objet d'une quelconque accusation au titre de la liberté d'expression, eh bien, il faudrait qu'elles disparaissent du monde public. Et quand on parle du monde public, on pense bien sûr au personnel politique, mais on peut parler à tous les fonctionnaires. On peut penser aux professeurs qui sont aussi des fonctionnaires. Et donc demain, il suffit que comme ça, au nom de la liberté d'expression, on dise telle personne ou telle personne, et toutes ces personnes-là devraient disparaître. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui pour la liberté d'expression, bien sûr un grand oui pour prendre en charge les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou autres, mais il faut à un moment donné raison garder par rapport à cette chasse qui est faite en permanence à la derrière phrase et buzz sur les médias ou les réseaux sociaux. Philippe David. Non mais moi, j'ai pas tout à fait la même conception de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression s'arrête à l'injure et à la diffamation. Violeur, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un d'être un violeur tant qu'il n'est pas condamné, parce que sinon on peut dire pédophile, assassin, braqueur, tout ce qu'on veut. Ou sinon on nuance en disant présumé violeur. Présumé violeur. Violeur présumé. C'est moins. Mais j'imagine, alors impactant. je connais pas Darmanin, donc j'en parle encore plus facilement, que se faire traiter de violeur quand on se déplace, ça doit quand même faire un drôle d'effet. Parce que si la liberté d'expression c'est ça, tout le monde peut insulter tout le monde, il n'y a aucun problème. C'est la culpabilité par accusation dont j'ai trop parlé déjà. C'est la notion d'un grand avocat américain et c'est un fléau d'aujourd'hui. Ben, c'est la culpabilité, c'est la présomption de culpabilité. Pierre. Moi, je me pose malgré tout une question. Alors, c'est vrai que ce débat, il est important. Je me pose une question sur les motivations de certains groupes et de certaines associations féministes pour monter au créneau sur le cas Darmanin. D'abord, pourquoi ? Parce que Darmanin, il n'est pas ministre depuis 2 semaines. Darmanin, il était ministre du budget, ça fait juste Depuis 3 ans. Ça fait juste 3 ans qu'il est ministre. Et donc, ces accusations ne sont pas nouvelles. Donc, pourquoi est-ce qu'on pousse des cris d'orfraie à partir du moment où il est nommé au ministère de l'Intérieur ? L'enquête avait été lancée il y a quelques semaines, c'est pour ça. Et pourquoi est-ce que... C'est pour ça. Pas le même ministère. Et c'était pas le même Non mais ministère. ouais. d'accord, mais enfin c'est un ministre Le de la symbole, pour le République. symbole, C'est que un dit ministre de la Philippe République. Bilger. Et Est-ce puis que je au-delà peux de ça, répondre là-dessus je voudrais simplement terminer, puis je vous laisse évidemment Bien répondre. sûr. Au-delà de ça, je me pose aussi un certain nombre de questions. Moi, j'entends souvent et je vois souvent, notamment sur les plateaux de télé, des militantes féministes qui défendent la cause des femmes, qui défendent les femmes dans les cas de harcèlement sexuel. Mais moi, j'ai du mal. J'ai été élu pendant 6 ans dans un arrondissement du Nord-Est parisien. J'ai défendu pendant 6 ans, sans relâche, le cas des
femmes harcelées dans les territoires du nord-est parisien, le cas des femmes de la Chapelle, les cas des femmes de Stalingrad, de la Goutte d'Or, de la Porte d'Aubervilliers, qui dans ces quartiers-là, ne peuvent plus sortir librement, et c'est là où il y a bien une véritable régression en matière de droits des femmes, c'est celui de ne pas pouvoir sortir librement et de se mouvoir dans son quartier sur un territoire de la République. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais entendu ces féministes de plateau télé, voire de salon, qui sont les premières à s'égosiller sur le cas Darmanin, mais qu'on n'entend pas sur le cas de ce harcèlement de rue. Il fallait élargir les trottoirs. Alors voilà, parlons-en. Mais Madame de Haas, que vous connaissez bien, elle a fait preuve d'un silence assourdissant quand il s'agissait quand même de dénoncer les cas de harcèlement sexuel qu'il y a eu à l'UNEF dans son propre syndicat étudiant qu'elle a elle-même dirigé. Et pardonnez-moi, mais quand le visage du patriarcat est celui d'un homme adepte de l'islamisme radical qui par croyance divine, considère qu'il a le droit de supprimer toute liberté sur tout ce qui est de féminin dans ce bas monde, c'est-à-dire sa femme, ses filles, ses sœurs, ses cousines, je ne vous entends pas sur ces sujets-là. Donc j'aimerais bien que le féminisme, qui est un combat noble, puisse être un féminisme qui soit défendu par des combattantes et non pas par des militantes politiques. Alissa Arabar, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, pour répondre à Pierre Lissia, et que pour que vous puissiez faire une réponse longue, voilà, et ne pas parler quelques secondes seulement, on va se retrouver dans quelques instants, et je vous donnerai la parole dans quelques instants, évidemment. On va poursuivre le débat. Les vraies voix. Accusé de viol, Gérald Darmanin est le membre du gouvernement qui s'attire le plus de critiques. Beaucoup dans la majorité sont inquiets. Son nom est désormais maintenant associé à cette polémique. Malaise à droite, malaise à gauche également. Gérald Darmanin peut-il rester ministre de l'Intérieur ? 0826 300 300. On va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne, Benjamin ? Toujours une large majorité de non. De non, exactement, 77%. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et Philippe Rossi. Retour des vraies voix de l'été sur Sud Radio. On poursuit notre grand débat. Accusé de viol, Gérald Darmanin est le membre du gouvernement qui s'attire le plus de critiques. Beaucoup dans la majorité sont inquiets. Son nom est désormais, le nom de Gérald Darmanin est essentiel à la polémique. Malaise à droite, mais également malaise à gauche. Gérald Darmanin peut-il rester ministre de l'Intérieur ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux avec vous, Benjamin. On a notamment un auditeur qui nous dit non, le taf des politiques est d'assurer, d'illustrer les valeurs républicaines et de représenter le peuple. Un accusé de viol et homophobe, de misogyne promu, ne peuvent en aucun cas assurer ces fonctions. Et voilà, c'est ce que vous pensez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, toujours avec nous. Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme, et puis monsieur le député qui est avec nous depuis 18h15, Alain Péréa, député LREM de l'Aude. Alors juste avant la pause, effectivement, Alissa, je ne vous ai pas donné la parole pour vous laisser répondre. Et ce que vous disiez, Pierre Lissia, c'est que tout d'abord, Gérald Darmanin est ministre depuis 3 ans maintenant, ministre des Affaires sociales, il est passé ministre de l'Intérieur. C'est ce que vous disiez, Pierre Lissia, on ne vous a pas entendu quand il était ministre des Affaires sociales. Déjà sur cette invective de Pierre, est-ce que vous pouvez répondre, Alissa ? Tout à fait. Moi, je trouve ça souvent, parce que ça revient souvent quand je suis interviewée par des médias, cette idée qu'on ne vous a pas entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ce sont les médias aussi qui nous donnent la parole et de la visibilité. Nous, Gérald Darmanin, on en parle depuis bien avant cette nomination au ministère de l'Intérieur. On en a parlé quand il y a eu le jugement qui nous avait choqués avec cette décision de justice qui disait que le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser un viol. On avait dit qu'il faudrait des changements législatifs pour améliorer la loi autour du viol à ce moment-là. Donc, on en avait déjà parlé. Mais c'est vrai que quand même, il y a une raison pour laquelle on en reparle et pour laquelle il y a cette ouverture médiatique aujourd'hui là-dessus. D'abord, et vous l'avez dit, monsieur Rossi, c'est parce que l'enquête a été rouverte il y a à peu près un mois, un tout petit peu plus d'un mois. Et aussi parce qu'il y a cette promotion au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, c'est quoi ? C'est la police. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans une situation où une personne accusée de viol est à la tête du service qui est chargé d'enquêter sur lui. Ça pose quand même problème. On a aussi on se demande aussi
Pourquoi l'exécutif n'arrête pas de commenter cette enquête qui est en cours? Par exemple, le président lui-même, il a plusieurs fois dit ça va dans le bon sens, on se dirige vers un non-lieu. Ça aussi, ça pose des questions que l'exécutif commente comme ça le travail de la justice sur des enquêtes en cours. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, il va avoir accès peut-être à des informations sur l'enquête, sur la procédure. Enfin, voilà, c'est aussi toutes ces questions-là qu'on se pose. Il y a un principe en droit pénal, on parle beaucoup du principe de présomption d'innocence ces dernières semaines. Il y a un autre principe qui est celui d'équilibre entre les parties. Là, je suis pas certaine quand on poursuit le ministre de l'Intérieur qu'il y a un vrai équilibre entre les parties. Alors c'est vrai, l'impéréat député LREM de l'Aude, c'est vrai que ça va être un problème lorsque Gérald Darmanin va être convoqué, par exemple, on peut l'imaginer, par la police, d'être auditionné par celui qui... Mais il ne sera pas convoqué par la police, il ira devant le juge tout de suite. Il ira devant le juge. Et le juge, c'est la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et moi, on ne peut pas vivre en permanence dans une sorte de société, du théorie du complot, où le personnel politique serait protégé. Et donc, comme ça vient d'être dit, de toute façon, il est protégé. Et qu'il soit ministre de l'Intérieur ou pas ministre de l'Intérieur, considérant qu'il a été ministre et proche d'Emmanuel Macron, les propos qui viennent d'être tenus auraient été exactement les mêmes. Et donc, on est sur une agitation médiatique et au-delà, uniquement sur une théorie du complot, sur des hommes et des personnels politiques qui seraient protégés. Et moi, je crois vraiment au combat que vous menez sur la protection des femmes, sur ce qui a été dit tout à l'heure. Mais aidez-nous sur les vrais combats. Travaillons ensemble sur les vrais combats. Le combat contre Gérald Darmanin, contre le personnel politique, n'est pas le bon combat. Le bon combat, il est ailleurs. Et tout à l'heure, la personne s'est exprimée sur des combats qui ont été menés sur le terrain. Et là, c'est pour faire parler, pour faire du buzz, alors que nous députés, de tous les bords d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas vu un seul député qui ne veuille pas faire avancer cette condition et la condition des femmes dans notre pays, nous avons besoin de force. Et cette force, vous nous la donnerez quand vous travaillerez avec nous sur les vrais sujets, pas quand vous nous ferez perdre du temps et de l'énergie sur une théorie du complot, sur tout un tas de sujets. Quand je dis vous, c'est pas vous, messieurs de la radio, ce sont les associations qui nous amènent là en permanence à essayer alors, on peut parler pendant des heures de la présomption d'innocence, du principe de précaution, on peut parler d'un certain nombre d'autres sujets, mais il y a tellement de femmes, et d'hommes aussi, mais il y a tellement de femmes qui souffrent aujourd'hui dans notre pays. Essayons de travailler pour eux. Et ensuite, le cas de Gérald Darmanin sera tranché par la justice, une justice que moi je veux croire indépendante et qui est indépendante dans notre pays, et il sera tranché ce cas-là. Et puis on prendra, pas moi, mais le président de la République prendra les décisions qu'il doit prendre à ce moment-là. Mais travaillons sur les vrais sujets, Alissa, pas sur des polémiques. Vous entendez, Alissa, la main tendue par Alain Péréa? Je veux bien rebondir parce que ça rejoint ce que disait votre collègue tout à l'heure. C'était le deuxième point sur lequel j'ai pas encore répondu, où il nous parlait lui aussi des vrais combats qu'il préparerait que nous soyons en train de mener. Je n'ai pas parlé de vrais combats, mais d'autres combats. D'autres combats, et Monsieur Péréa a dit vrais combats. Vrai, j'ai dit vrai. Ça se rejoint un peu, j'imagine. C'était dans la même direction, ce que vous voulez dire. En tout cas, je l'ai entendu comme ça. Tout d'abord, Monsieur Péréa, je vous remercie de cette main tendue, mais on travaille effectivement régulièrement. Oser le féminisme, on est auditionné par l'Assemblée nationale. Quand on nous le demande, on vient, on se déplace, on lit les propositions de loi, on transmet nos analyses. On est aussi auditionné par des autorités administratives indépendantes comme le défenseur des droits, etc. Donc ce travail-là, on le mène déjà. Pour revenir sur la liberté de mouvement qui était citée tout à l'heure, la liberté de mouvement, elle est essentielle et elle est à la base du combat féministe. Je suis tout à fait d'accord. C'est des combats qu'on mène, par exemple à Toulouse, moi je suis toulousaine, dans certains quartiers, on organise des actions avec d'autres associations féministes qui s'appellent Tout à nos terrasses, où les femmes, dans des quartiers où parfois elles peuvent un peu moins sortir et se déplacer librement, on décide en tant que femme d'occuper ces espaces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté de mouvement des femmes, elle est remise en cause partout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des spécificités locales par endroit, mais dans les transports en commun, dans les centres-villes, de toutes les villes de France, les femmes subissent du harcèlement de rue, du harcèlement sexiste, des sifflements, des attouchements, etc. Et en fait, tout est lié.
Et c'est ça, à partir du moment où nous, notre combat, il vise à arrêter toutes ces violences qui sont omniprésentes, on va se poser une question. Pourquoi elles sont aussi omniprésentes? Pourquoi elles sont aussi invisibles? Pourquoi on en parle aussi peu? Pourquoi il y a aussi peu de condamnations? Et tout ça, c'est lié à la culture. C'est lié au fait qu'il y a des messages par nos politiques, par les médias, par aussi les livres qu'on va lire, les films, etc. C'est tout un tas de choses qui nous entraînent vers la notion que les femmes, de toute façon, entre guillemets, sont des menteuses. Un homme qu'on va accuser de viol, on va détruire sa réputation, etc. Par exemple, dans certains quartiers, vous en parliez, il va y avoir beaucoup de personnes racisées et il va y avoir des messages qui vont être passés dans ces communautés. Par exemple, si une femme noire est violée par un homme noir, et ben parfois, sa famille, ses amis vont lui dire il ne faut pas que tu portes plainte parce qu'il ne faudrait pas aggraver en fait le stigma qui pèse déjà sur voilà, les hommes de ces quartiers. Donc voilà, les violences contre les filles et les femmes passent souvent à la trappe. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'un gouvernement qui dit que l'égalité femmes-hommes, c'est la grande cause du quinquennat, c'est un fil rouge, il doit avoir bien ça en tête. Et il ne doit pas ignorer le message qu'il est en train de passer là avec la nomination de Gérald Darmanin. Sauf que si on doit pouvoir défendre l'égalité homme-femme, il faut que nous puissions aussi être les gardiens, et là c'est le député qui parle, les gardiens que l'ensemble des partis, hommes et femmes, seront protégés au moment où les paroles vont se libérer. Voilà. Parce que vous vous rendez compte, si, au moment où la justice va rendre sa décision, si la personne, si Gérald Darmanin est totalement innocenté, ça a déjà été le cas 2 fois, vous imaginez, avec le buzz que vous avez fait, le mal que va causer cette personne et le mal que vous allez causer à votre cause avec le buzz que vous avez fait. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, il faut pas étouffer les affaires, loin de là. Mais il faut aborder ces sujets, à mon sens, avec beaucoup de calme, de sérénité et de recul quand on est un responsable politique ou un responsable associatif. Parce qu'au final, vous, qu'est-ce que vous allez faire quand le jugement sera rendu? Plus personne ne va en parler, ça va disparaître. Vous ne serez plus là pour venir dire que cette personne a posé un véritable tort à la cause que vous défendez pour les raisons que vous venez de dire. Et donc, il faut que l'on aborde ces sujets-là avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sérénité et que l'on s'appuie sur les principes fondamentaux, certains sont constitutionnels, de notre pays pour que justement on puisse avancer sur ce sujet-là. Nous avons voté des lois importantes pour aller dans ce sens-là. Vous savez, on s'est fait beaucoup un peu bouger quand on nous a dit qu'on votait des lois qui n'étaient pas importantes sur les droits des femmes et tout ça, alors qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet. Et je crois qu'on devrait tous, les uns et les autres, et je l'ai dit tout à l'heure, prendre du recul et avancer sur ces sujets, non pas avec une émotion là pour tout agiter, mais au contraire beaucoup plus de raison. Et à l'auditeur qui a parlé tout à l'heure là, qui a parlé, donc que vous avez cité, moi je lui souhaite à cette personne qu'un jour, je n'ai pas dit que c'était le cas dans l'affaire dont nous parlons, je lui souhaite un jour de n'être accusé de rien à tort à cette personne, parce que s'il est accusé à tort, eh bien il faudra qu'il démissionne de tout ce qu'il fait aujourd'hui. S'il est responsable associatif, il faudra qu'il démissionne. Il faudra qu'il démissionne de son travail. À l'auditeur qui tout à l'heure a dit les hommes politiques doivent être parfaits. Mais je ne le lui souhaite pas, cette personne. Et donc, aux auditeurs qui votent aujourd'hui à 77% en disant que Gérald Darmanin ne peut pas être, qu'il soit dans la sphère publique ou pas dans la sphère publique, d'abord, je ne souhaite à personne un jour d'être accusé à tort d'un fait aussi grave, si ça ne sait que ce soit à tort, mais ça, c'est la justice qui le dira, mais qu'ils imaginent un peu déjà dans la situation où ils seraient, et a fortiori si on leur disait vous devez démissionner de tout. Mais qu'ils votent à 70%, mais qu'ils ne soient jamais dans cette situation-là. Alors, on va faire évidemment intervenir nos vraies voix autour de la table. Tiens, Pierre Licia, vous vouliez répondre à Alissa Arabar, vous qui avez été quelques années... Moi, en fait, ce qui me fait réagir, c'est d'entendre conseiller d'un quartier, un arrondissement du 18e à Paris. Dans le 18e, et j'ai été, à l'époque, c'était en juin 2017, j'avais été une sorte de lanceur d'alerte sur la condition des femmes à ce moment-là dans le quartier. Et donc, vous voyez... Un peu pour vous dresser le décor, c'est un quartier enclavé avec une suroccupation de l'espace public par des hommes et donc évidemment des cas de harcèlement de rue, que ce soit verbal ou physique. Et donc c'est
très pénible et étant toujours habitant de ce quartier-là, je sais exactement ce que peuvent vivre les femmes du quartier encore aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été en première ligne de ce combat à l'époque et je me suis pris en pleine figure le mépris avec lequel certaines associations féministes, dont Caroline de Haas, qui n'avait rien trouvé d'autre mieux à dire que d'élargir les trottoirs pour enrayer le harcèlement de rue, ou d'autres associations comme vous avez pu le dire, qui disaient mais il n'y a pas plus de harcèlement de rue à La Chapelle que dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ce sont des choses que on ne peut pas entendre en tant qu'habitant, et j'imagine en tant que femme dans ces quartiers-là, parce que ça ne contribue finalement qu'à décrédibiliser la parole des femmes, la parole de ces victimes que vous êtes censés défendre. Donc je m'étonne simplement de cette indignation, de ce féminisme à géométrie variable qui fait qu'on s'indigne plus facilement des cas de harcèlement quand c'est dans les médias, dans la sphère politique ou dans les salles de rédaction presse que dans la rue et dans les quartiers populaires. C'est tout ce que je dis. Et encore une fois, je me suis pris tout ça en pleine figure et je m'en souviens encore et les femmes du quartier de La Chapelle s'en souviennent encore. Alissa? J'en suis désolée pour vous, mais je ne suis ni Caroline de Haas ni ces associations. Comme je vous l'ai expliqué, ce sont des sujets qui m'importent énormément et pour lesquels je travaille au quotidien. Donc voilà, le féminisme, comme dans tout mouvement, il y a des divergences d'opinion, il y a certaines associations de terrain qui travaillent sur des thèmes spécifiques, il y en a d'autres qui sont plus généralistes. Il y a de tout dans un mouvement. Allez, Philippe David. Non, mais je crois, pour répondre à Alain Péréa, que le souci qui se pose dans le vote de Sud Radio, c'est qu'il y a une double lecture. Alors, il y a la lecture juridique, etc., mais il y a aussi la lecture politique. Est-ce que Darmanin va pas devenir cette affaire le sparadrap du capitaine Haddock, pour utiliser une métaphore de bande dessinée, qui colle au personnage et qui devient finalement au bout d'un moment un boulet pour le gouvernement, comme, je sais pas, l'affaire des diamants de Bokassa a été le sparadrap du capitaine Haddock de la fin du quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing. Alain Je voudrais savoir ce qu'en pense Alain Péréa. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que depuis le début de ce mandat, mais ça a été pareil pour François Hollande et pareil pour Nicolas Sarkozy, c'est pas des sparadraps qui sont collés au personnel politique, c'est des rouleaux de scotch en permanence, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, je ne vais pas refaire depuis le début du mandat tous les sparadraps que l'on essaye de nous coller dessus, quoi. Et donc là, il se trouve que c'est cette affaire-là, mais je peux vous signer ce que vous voulez, que dans 15 jours, on va nous trouver une parole détournée du député Péréa et il y aura des émissions et il y aura le buzz sur les médias pour dire le député Péréa, est-ce qu'il ne faut pas qu'il démissionne? Et donc là-dessus, et c'est pour ça que surtout vous êtes dans votre rôle d'informer, d'animer du débat, mais c'est surtout aux associations que moi je tends la main. Travaillons avec beaucoup plus de calme et de raison sur ces sujets-là. Voilà, c'est ce qui me. Sinon, on ne s'en sortira pas dans notre pays. Et le président de la République rappelait que la démocratie a besoin de raison. On ne peut pas en permanence légiférer sur l'émotion. On ne peut pas décider en permanence sur l'émotion, sinon on ne s'en sortira jamais. Allez, Philippe Bilger. Je voudrais demander à Alissa, j'ai une double question rapide. D'une part, j'ai vraiment l'impression, et ça a été dit tout à l'heure, que Oser le féminisme trie un peu les combats tout de même, n'offre pas une défense globale et de plénitude pour toutes les femmes qui sont véritablement agressées. Et le deuxième élément, il est le plus judiciaire. Au fond, pourquoi est-ce que vous considérez, quels que soient les éléments des affaires, que les femmes ont forcément raison lorsqu'elles dénoncent des agissements? Allez, une double question et une double réponse donc pour vous, Alissa, mais en peu de temps, malheureusement, on n'a plus trop le temps, en une petite minute. Ouais, allez-y. Ça marche, pas de souci. Oser le féminisme est une association généraliste. On essaye du mieux qu'on peut d'adresser l'ensemble des violences contre les filles et les femmes dans la société. Si votre question portait davantage, comme vos collègues, plutôt sur certains quartiers ou sur les femmes racisées, l'année dernière, on a travaillé sur le sujet. J'avais écrit une tribune dans Mediapart sur l'universalisme, qui est en fait le fait de dire que les droits des femmes ne sont pas géométrie variable et qu'on ne peut pas en fait les entraver pour des raisons religieuses ou des raisons de culture. Bien sûr. Et le deuxième point? Et le deuxième point, c'était... J'ai l'impression qu'au fond, il y a une présomption de culpabilité automatique sur la personne qui est mise en cause par une plainte de femme. Alissa. Alors, c'est pas le cas, mais
pour nous, en fait, il y a un déséquilibre dans la société. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir directement, évidemment, une présomption de culpabilité contre les personnes accusées. La présomption d'innocence existe, mais le déséquilibre est bien présent. C'est que les femmes sont peu crues. Que ce soit quand elles arrivent au poste de police, comme je disais tout à l'heure, ou quand elles en parlent à leur entourage, etc. Ce qui fait qu'il y a un problème de silenciation des victimes. Quand on parlait avec MeToo depuis 2016 de libération des paroles des femmes, c'est pas pour rien. S'il y a une libération, c'est bien qu'elle est entravée, cette parole. Donc du coup, nous, le message qu'on veut faire passer aux victimes, c'est on vous croit, pour qu'elles puissent parler en fait, pour rétablir cet équilibre. Et après, ensuite, la justice évidemment fait son travail, et puis si la personne est jugée innocente, elle est jugée innocente. Voilà, donc quoi qu'on dise, on vous croit, et un ministre doit démissionner. Allez. Voilà. Merci à vous, c'est la fin de notre débat. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. Alain Péréa, merci en tout cas à vous Alain Péréa, député LREM de l'Aude. Merci à vous Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme. C'est la fin de notre débat accusé de viol. Gérald Darmanin est le membre du gouvernement qui s'attire le plus de critiques. Son nom est désormais associé à la polémique et on en a débattu pendant une demi-heure. Malaise à droite, malaise à gauche. Gérald Darmanin peut-il rester ministre de l'Intérieur? Score final Benjamin sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça a encore un peu augmenté. 78% ne veulent pas voir Gérald Darmanin rester ministre de l'Intérieur. Et voilà, c'est un grand nom. Dans un instant, le mot de la semaine signé Philippe David, c'est le mot confiance. À tout de suite.